Madame, Monsieur, je vous remercie de votre présence à cette conférence de presse. Après la répartition des super-profits du CAC 40 en mars, puis le pouvoir d'achat le mois dernier, nous poursuivons notre cycle de conférences de presse thématiques qui détaillent le projet économique du Front National, projet dont les grandes orientations vous ont été présentées en avril dernier. Je vous indique par ailleurs que très prochainement, j'aurai l'occasion de tenir une conférence de presse exclusivement réservée aux PME, PMI et aux solutions du Front National pour venir en aide à ces PME, PMI. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet de première importance, les protections aux frontières ou comment relancer l'industrie et l'emploi. Ce sujet est essentiel à plusieurs titres. L'actualité d'abord nous rappelle combien il est nécessaire de contrôler ce qui entre sur notre territoire. On parle depuis un certain nombre de jours de la bactérie mortelle E. coli dans notre alimentation. Ça pose la question aussi des importations agricoles et du contrôle ou du non-contrôle aux frontières. Il y a quelques années, souvenez-vous, c'était en 2008, c'était des fauteuils importés de Chine qui avaient causé de terribles brûlures à leurs utilisateurs. Nous étions d'ailleurs dans le même type à ce moment-là de problématique. Laisser grandes ouvertes les portes de la Maison France nous expose incontestablement à des risques et à des dangers. La question de la réindustrialisation et des protections aux frontières répond aussi à un objectif économique et social évident. 30 ans de libre-échange intégral, d'ouverture complète des frontières, plus que partout ailleurs dans le monde, n'ont pas produit de bons résultats. Bien au contraire, la France s'est massivement désindustrialisée, connaît depuis des décennies le chômage de masse, conséquence de cette désindustrialisation, et perd progressivement des parts de marché dans le commerce mondial. Je précise tout de suite que je réfute totalement l'idéologie d'une économie sans usine, qui ne vivrait que de services. Cette idéologie, elle a fait long feu. Nous l'avons d'ailleurs, au Front National, toujours vivement combattue, même lorsqu'elle était à la mode parmi les élites. Il est évident que les services n'existent pas sans production et sans industrie. Une économie vidée de ses ouvriers, de ses travailleurs, de ses ingénieurs, de ses cadres, est une économie particulièrement faible et sans avenir. Il y a donc une nécessité absolue de réindustrialiser la France. Un rapport établi par le ministère de l'économie et des finances en février 2010 a montré qu'en 30 ans, l'industrie française a perdu 1,9 million d'emplois, soit 36% de ses effectifs, et que son poids dans le PIB a reculé de plus de 10 points, de 24% du PIB en 1980 à 13% aujourd'hui. Ce rapport ne tenait pas compte d'ailleurs des années postérieures à 2007 et je suis obligé de vous apprendre que la dégradation s'est encore accélérée. En 2009, l'industrie française a perdu 200 000 emplois. C'est sous le mandat de Nicolas Sarkozy que l'industrie a historiquement perdu le plus grand nombre d'emplois. Le déficit des échanges de produits industriels s'est considérablement creusé en 30 ans, moins 15 milliards d'euros en 1980, moins 54 milliards d'euros en 2007. On a d'ailleurs appris hier que notre déficit commercial a battu un nouveau record historique en avril. 7,14 milliards d'euros en un mois de déficit. J'ajoute un chiffre très frappant. 57% des voitures vendues en France ne sont pas fabriquées dans notre pays, contre 43% en 1999. Alors devant ce désastre économique qui percute de plein fouet les croyances naïves des élites françaises sur la mondialisation heureuse, il faut, je le crois, faire preuve de pragmatisme. Et s'il faut pour cela remettre en cause des dogmes, eh bien je suis là. Et les Français peuvent compter sur moi. Comme toujours, je porterai haut et fort les débats que les autres ne veulent plus aborder. Je le fais sur la laïcité et les prières de rue. Je le fais sur l'euro, je le fais sur la double nationalité, je le fais sur la morale publique et les solidarités de caste qui entourent les puissants, je le fais aujourd'hui sur la question des nécessaires protections aux frontières face aux ravages de l'idéologie du libre-échange total. J'entends d'ailleurs certains, probablement particulièrement mal informés, dire « Ah, mais le Front National, il parle de la mondialisation depuis peu de temps et il combat l'ultralibéralisme depuis peu de temps. » Je tiens à la disposition des journalistes que ça intéresserait la photocopie d'un article paru dans Français d'abord de Jean-Marie Le Pen en 1993,
où celui-ci dénonçait la mondialisation et indiquait que celle-ci s'appuyait pour détruire les nations sur l'ultralibéralisme. 1993, ça fait juste 18 ans. Je me demande où étaient ceux qui aujourd'hui viennent de découvrir les ravages de la mondialisation il y a 18 ans. Alors pourquoi mettre des protections aux frontières? Parce que la question de la protection aux frontières, c'est un enjeu économique, social, sanitaire et de sécurité pour notre pays. C'est le problème dramatique des délocalisations. C'est la question des salaires trop bas, parce qu'on a mis nos travailleurs en concurrence déloyale avec le monde entier, avec des gens payés 3 fois rien. C'est la question de la promotion du Made in France. C'est aussi la question du savoir-faire français que je ne veux pas voir disparaître. Et ce problème ne touche pas exclusivement les travailleurs et les salariés modestes. Les cadres découvrent à leur tour les affres de la précarité. Ainsi, depuis le début de l'année 90, et entre le début des années 90 et aujourd'hui, la proportion de cadres déclarant avoir occupé un emploi en CDD a considérablement augmenté. 44% en 2010 contre 7% seulement en 1993. De la même manière, 32% ont déjà connu l'intérim contre 9% en 1993. Pour les cadres en activité, la mondialisation dérégulée rime maintenant avec désillusion. Selon une récente enquête de l'APEC, 51% d'entre eux jugent que leur situation a évolué de manière défavorable ces dernières années. Il n'était que 12% à penser la même chose en 1990. Les cadres d'aujourd'hui ne mettent pas seulement en avant les difficultés économiques actuelles, ils évoquent aussi des éléments structurels, à commencer par la mondialisation et la financiarisation de l'économie. C'est cela que dit le rapport. Comprenons bien une chose. Les protections aux frontières, à côté d'autres politiques nécessaires, sont une clé pour bâtir un avenir français et redonner à chacun de nos compatriotes, du chômeur à l'ouvrier, à l'ingénieur, une espérance nouvelle. Cette question se pose tout particulièrement pour notre pays parce qu'il fait partie de l'Union européenne. Or, l'Union européenne a 2 caractéristiques. Elle oblige d'abord par ses traités au libre-échange total, sans aucune restriction entre les pays membres. Fixée en 1957, lorsque l'Europe ne regroupait que 6 pays économiquement homogènes, cette règle s'applique mécaniquement à tous les États membres. Aujourd'hui, 27 pays, qui n'ont plus du tout cette homogénéité économique et sociale entre eux. Notamment depuis l'élargissement à 10 pays de l'Est en 2004, puis à la Roumanie et à la Bulgarie en 2007. L'application stricte de cette règle vieille de plus de 50 ans ne va pas sans poser un certain nombre de problèmes. Et bien sûr, nous y reviendrons. Deuxième trait caractéristique, l'Union européenne est la région du monde qui protège le moins ses frontières extérieures. Droits de douane quasi inexistants, les plus bas du monde. Démantèlement de tous les systèmes de quotas d'importation. En 2005, les derniers quotas imposés aux importations de textiles chinois en Europe ont été supprimés, ce qui a profondément bousculé l'industrie textile européenne, qui a vu déferler une vague chinoise. L'Europe est donc dans une situation inédite dans le monde. Elle mène une politique totalement isolée et unique au monde d'ouverture sans contrôle de ses frontières économiques, au mépris des règles élémentaires de sécurité et au mépris, bien sûr, de notre croissance économique. Ce n'est pas un hasard si l'Union européenne est la région du monde qui connaît la plus faible croissance depuis bien longtemps et qui se désindustrialise le plus vite. Il faut sortir de cet isolement suicidaire. Il faut revenir dans le jeu mondial et profiter de la prospérité mondiale. Cette situation de faiblesse a bien sûr été aggravée par la crise économique commencée en 2008. Et à ce sujet, j'attire tout de même votre attention sur ce qui va constituer l'axe principal de la campagne du candidat Sarkozy en 2012. Faire croire aux Français qu'il les a protégés dans la crise. Le thème de la République protectrice, du président protecteur, sera, je vous le prédis, omniprésent dans la communication de l'UMP et de Nicolas Sarkozy dans les mois à venir. Mais il ne s'agit que de mots, il ne s'agit que de formules électoralistes, parce que les faits sont bien moins flatteurs pour l'action du gouvernement de Nicolas Sarkozy. La réalité, c'est que rien n'a été fait pendant la crise, et rien n'est fait aujourd'hui pour protéger les Français, l'industrie et l'emploi, alors que d'autres pays, eux, agissent. La réalité, c'est que la part du marché de la France dans le monde est passée pendant le quinquennat de 4,5% à moins de 4%. Alors que l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Espagne
ont maintenu ou accru leur position selon une étude Flash Économie publiée en novembre 2010. La réalité, c'est que Nicolas Sarkozy a gâché la crise. Parce qu'il avait justement la possibilité de changer la direction qui était prise, de modifier l'idéologie que porte l'Union européenne. Et il a gâché cette chance que donnent les crises de changer de direction. Je vous signale d'ailleurs que des pays plus ou moins riches que la France, plus peuplés ou moins peuplés, agissent pour protéger leurs travailleurs et leur industrie. Quelques exemples. En septembre 2009, les États-Unis ont imposé une taxe de 35% sur les importations de pneus chinois pour soutenir l'industrie nationale du pneumatique. La Russie, qui est nettement moins riche que la France, impose des quotas sur toutes les importations agricoles à destination de son territoire pour soutenir sa filière agricole nationale. Une taxe de 30% frappe les importations automobiles afin d'aider, avec succès d'ailleurs, le développement de l'économie automobile, de l'industrie automobile russe. En juillet 2010, le Brésil a voté la loi Buy Brazilian qui favorise les producteurs locaux dans les marchés publics. En 2009, ce même pays a décidé des taxes de 14% sur l'acier et les éoliennes importées. Le Canada, moins riche lui aussi, et 2 fois moins peuplé que la France, réserve aussi ses marchés publics aux entreprises nationales. Souvenez-vous que la société canadienne Bombardier a remporté un appel d'offres de la RATP en France, alors que Alstom, le français, n'a pas pu, lui, s'installer au Canada. Le Royaume-Uni, quant à lui, promeut avec détermination le Made in England. Ce ne sont que quelques exemples, mais ils démontrent que d'autres pays agissent, protègent leurs frontières pour se réinsérer dans le jeu mondial et soutenir l'industrie et l'emploi. En France, rien. Tout débat sur les protections aux frontières est interdit par la caste au pouvoir et l'idéologie ultralibérale continue de régner en maître sous le haut patronage de Nicolas Sarkozy. Le projet de réindustrialisation que je propose pour la France suppose notamment de corriger, suppose évidemment de corriger les effets nocifs de la concurrence internationale déloyale. Lorsque des pays produisent des biens qu'ils nous vendent ensuite sans respecter aucune norme environnementale, aucune norme sanitaire, en faisant travailler des enfants ou des prisonniers, en offrant à leur population des salaires de misère 10 à 20 fois inférieurs aux nôtres, en ne développant aucun système de protection sociale, ben, il est évident que nos productions nationales ne peuvent pas résister. L'histoire industrielle récente de la France, qui est malheureusement l'histoire d'une vaste désindustrialisation, est celle d'une succession de faillites de secteurs liquidés les uns après les autres par cette concurrence déloyale. L'étude du ministère de l'économie et des finances que j'ai évoquée tout à l'heure estime qu'entre 1980 et 2007, 39%, écoutez ce chiffre, il est considérable, 39% des emplois industriels détruits l'ont été du fait de cette concurrence déloyale. Étude après étude, ce chiffre est revu à la hausse. L'impact de la concurrence déloyale, il y a quelques années encore, était, je vous le rappelle, totalement nié. Aujourd'hui, il est admis, mais il est encore certainement minoré. Il faudra attendre quelques années pour avoir, je le pense, une vision vraiment précise des choses, et j'allais dire des dégâts. La concurrence déloyale comme cause de la désindustrialisation a vu son impact probablement renforcé au fil des ans, nous dit ce même rapport. Dans le secteur de l'automobile, les études montrent que la concurrence déloyale explique la quasi-totalité des destructions d'emplois massives. Cette même étude précise qu'entre 2000 et 2007, 130 000 emplois ont été détruits par la concurrence déloyale, dont 120 000 du seul fait de la concurrence déloyale des pays émergents, et je pense évidemment à l'Inde et à la Chine. Alors, de plus en plus d'économistes reconnaissent les folies du libre-échange total dans lequel l'Union européenne et donc la France se sont enfermés. Je pense à Pierre-Noël Giraud, Jean-Luc Gréau, Emmanuel Todd, Jacques Sapir, ou le prix Nobel américain Paul Samuelson, entre autres exemples. Et puis permettez-moi, c'est presque une tradition, mais comme je suis la seule à le faire, ça a une petite valeur de citer notre seul prix Nobel d'économie français, Maurice Allais, dont vous savez qu'il est décédé récemment et qui a affirmé dans son livre « La mondialisation », si toutes les politiques mises en œuvre depuis 25 ans pour combattre le chômage ont échoué, c'est que l'on a constamment refusé de s'attaquer à la racine du mal,
la libéralisation mondiale inconsidérée et excessive des échanges au regard des disparités considérables de salaires réels qui se constatent au cours des échanges avec de très nombreux pays.